Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Judith nous a laissé la place puisque, vous le savez, c'est les vraies voix du Tour de France, le lundi. Bonsoir les vraies voix du Tour de France, chaque lundi pour comprendre les enjeux de la grande boucle. Au sommaire de cette émission, le 14 juillet, un jour clé pour le business de l'épreuve. On parlera de Pogačar, est-ce qu'il est plus fort que Merckx? 40 ans après sa dernière victoire du Tour de France, le cyclisme français rivalise-t-il encore avec les meilleurs? On se posera toutes ces questions. Le cyclisme, un sport toujours de plus en plus dangereux également. Avec nous ce soir pour en parler, de nombreux invités autour de la légende Cyril Guimard, cette fois vainqueur du Tour de France comme directeur sportif, le créateur du cyclisme moderne, le découvreur d'Hinault, Fignon, Lemon, Madio, Bernaudo et tant d'autres, cette fois vainqueur d'étape sur le Tour de France en tant que coureur. Bonsoir Cyril Guimard. Il est avec nous, on va le retrouver dans un instant, Cyril Guimard. Il est juste devant sa caméra, si vous voyez sur la chaîne YouTube. On va le retrouver dans un instant. Avec nous également Éric Le Blaché, un de ces coureurs cyclistes professionnels qui a été la base des équipes de Marc Madiot, de Roger Leget, équipe de France également. Bonsoir Éric Le Blaché. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bon, on va revenir sur toutes ces questions. Est-ce que Cyril Guimard nous entend ? Oui, je vous entends. Et vous ? Ah bah parfaitement Cyril. En plus je vous voyais. En fait, les amis de Sud Radio qui nous suivent sur la chaîne YouTube peuvent vous voir. Venez voir. Bon, il faut que je souris alors. Le druide, oui, il est là. Il est là avec Éric Le Blaché. Et puis nous recevons, je le disais, en ce 14 juillet, celui qui est devenu une des légendes du 14 juillet. Il est notre consultant Vincent Barthaud. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Bon, 14 juillet 1989 à Marseille. Celle-là, il fallait la gagner. Vincent, et ça a été gagné. C'est le plus beau moment de votre carrière ou pas ? Bah, on peut dire oui, hein, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est vrai que c'est tellement difficile de gagner sur le Tour qu'on choisit pas forcément les jours, donc les journées. Donc voilà, ça m'est tombé sur le 14 juillet, voilà, bicentenaire de la Révolution. Bah, tant mieux. Bon, aujourd'hui, les Français, on va faire le point avec vous tous, nos vraies voix du Tour de France. Les Français sont passés, comment dirais-je, à moitié à côté. Le point positif, quand même, Vincent Barthaud, vous avez assisté à l'étape, c'est Lenny Martinez qui prend le maillot du meilleur grimpeur, on est d'accord ? Oui, c'est une bonne chose, oui, même si on aurait pu penser qu'il voulait aussi essayer de gagner cette étape, mais on a vu qu'il était un petit peu léger dans le final, il a coincé, mais il est récompensé par ce maillot à pois qui, j'espère, et il va essayer de le garder longtemps, même si Eli derrière une fois qu'il va avoir perdu son maillot jaune, va se concentrer sur ce maillot à pois et ça deviendra un adversaire pour le petit Martinez. Ça va être une belle bagarre. Cyril Guimard, il y avait des Français dans l'échappée et notamment de sacrés Français. Aurélien Paré-Peintre, nous avions aussi Julien Alaphilippe et ça n'a pas souri. C'est décevant cette étape du 14 juillet? Bon, décevante non, en tant que spectateur ou téléspectateur plus exactement. On suit le déroulement de la course. Les Français étaient présents dans l'échappée de 29 ou 30 qui est partie. C'est une échappée qui était partie à la pédale. Donc tous les coureurs qui se retrouvaient à l'avant étaient obligatoirement, je vais pas dire les meilleurs du peloton, mais ceux qui avaient en tout cas le plus envie et qui avaient aussi les jambes. Le seul problème, c'est que sur le final, bien les Français ont disparu. Le dernier, Lenny Martinez, a également été distancé après avoir quand même été chercher le maillot de meilleur grimpeur avec déjà une avance relativement importante. Ouais, et je pense qu'il va s'y accrocher. Et ça, on est tous d'accord, Cyril, pour dire que c'est le point positif. On est à notre place. Voilà. Alors, on y reviendra dans un instant sur les cyclistes français. Là, on reste sur ce 14 juillet. Un 14 juillet où Éric Le Blaché, on a vu que Kevin Vauquelin était limité pour le classement général. On le savait. Oui, on le savait. Après, j'ai tendance quand même à le défendre. Je pense qu'il a reculé, mais très peu reculé. Il est 6e au général. Il n'a pas non plus une équipe autour de lui. On l'a vu, il était quand même isolé. S'il avait eu une équipe autour de lui pour lui permettre de faire la bascule dans l'avant-dernier col, il aurait sans doute pu limiter davantage la casse. Moi, je pense qu'il est à sa place. Sa place, elle est excellente. On est sur la plus grande course du monde. Il est 6e. C'est vrai qu'on aurait pu espérer que sur la moyenne montagne,
il reste au contact des meilleurs. Mais la pression est là, l'équipe est un petit peu en deçà quand même des fortes équipes, donc je pense qu'il est à sa place et 6e, c'est très bien. Et ça, donc, ce 14 juillet. On attend toujours plus des Français le 14 juillet. Vincent Barthaud, le fait de gagner, vous nous avez dit, c'est un moment très fort. Alors bon, vous êtes humble, Vincent, donc vous nous dites qu'il y a eu très très peu de grands moments dans votre carrière. Je dis faux, il y avait notamment à Cergy-Pontoise quand vous prenez le maillot jaune. Bon, et il y en a plein d'autres. Mais Vincent, ce 14 juillet, ça change quoi? Ça change le regard du grand public déjà? Écoutez, oui, sûrement, parce que moi, tous les ans, on m'en parle forcément d'avoir gagné le 14 juillet ou aussi d'avoir été maillot jaune. Mais encore une fois, c'est tellement un métier, un sport qui est très difficile que on choisit pas forcément la journée. Voilà, moi, ça est tombé sur le 14 juillet. Encore une fois, je le répète, mais c'est vrai que c'est un plus pour un Français. Forcément, on est tous très motivés au départ de cette étape. Ah, on vous entend un peu moins bien là, Vincent. Je pense qu'il y a quelque chose qui a bougé. Peut-être le micro, si vous pouvez recaler, parce qu'on vous entend moins bien. Allez-y. Ah, c'est mieux là. Voilà, là c'est mieux. Allez-y, Vincent. En fait, c'est un peu comme au départ de ce 14 juillet, le jour du Tour de France, on est tous, les Français, extrêmement motivés. Mais encore une fois, vous savez, c'est un métier qui est pas évident. Il y a plus de 200 coureurs au départ, il y a qu'un vainqueur, donc elle est pas facile à aller chercher. Bon, encore ce petit problème de son, hein. On va essayer de le régler. Warren Barguil, David Moncoutier, Richard Virenque, Laurent Jalabert, Laurent Brochard, et puis plus avant, Roger Pinjon, Raymond Delille, Jean Robic, Mariano Martinez, justement le grand-père de Lenny Martinez, se sont imposés. Alors on a pu voir cette année que le 14 juillet tombait un lundi. Et habituellement, le lundi, c'est journée de repos sur le Tour de France. Cyril Guimard, il y a des enjeux économiques considérables qui font que autant repousser la journée de repos. C'est bien clair. Oui, effectivement, il y a les règles qui sont établies depuis un certain nombre de temps, où on met régulièrement le lundi l'étape de repos, puisque on a décidé qu'on ne pouvait pas courir 7 jours sur 7, et donc 30 jours sur 30. Donc il y a un jour de repos, et ça me paraît d'ailleurs tout à fait logique et relativement sain. Et puis ça permet aussi aux coureurs, puisqu'on a quand même beaucoup de chutes, beaucoup de coureurs qui sont abîmés pendant cette étape de repos, eh bien tout simplement, éventuellement, de soigner leurs petits bobos et de repartir le mardi en ayant retrouver une partie de leur potentiel. Cyril Guimard, vous étiez, ouais. 14 juillet. Alors, ça donnait le 14 juillet. Donc, effectivement, il y avait obligation. Vous, ce que vous constatez, c'est que les coureurs français sont plus motivés. Est-ce que vous agissiez on va dire, la carotte, c'est le 14 juillet pour préparer vos coureurs? On rappelle notamment quand Vincent Barthaud a gagné, c'était vous le directeur sportif. Mais, est-ce que on agite différemment sur ce jour-là? Parce que il y a de l'enjeu, on l'a dit, économique, il faut être là, pas question de repos, il y a du monde, il y a du public, ça marche chez les coureurs, ça, le 14 juillet? Oui, ça marche. Ça marche parce que d'abord, il y a les patrons d'équipe qui disent, attendez, si vous gagnez le 14 juillet, ça a plus d'impact par rapport à l'histoire nationale, par rapport à la patrie. Oui, ça marche. Et puis, on en parle régulièrement tous les ans. On a aussi de grands champions qui ont gagné le 14 juillet. Oui, c'est quelque chose qui marche. Il y a une surmotivation pour essayer d'aller gagner cette étape. Alors, effectivement, il faut aussi que ce soit sur un terrain où on a des coureurs capables de s'imposer. Si c'est une étape de haute montagne, si vous avez un super grimpeur, c'est possible. Si c'est sur le plat, si vous avez un super sprinter, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a d'autres paramètres qui font que on peut s'imposer un 14 juillet ou pas. Si on prend Vincent Barthaud, il gagne cette étape non pas parce que c'est le 14 juillet et qu'il a envie d'aller la chercher. Il y avait une castagne énorme avec un vent énorme tout au long de l'étape. Il y avait à l'avant Laurent Fignon, le leader, avec entre autres Charlie Mottet, et tout se rejoint avant la dernière difficulté, à une dizaine ou une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Lemon, qui avait été piégé,
joué tout au long de l'étape, finalement revient dans le groupe, avec Vincent Barthaud d'ailleurs, et il y a un moment où d'un seul coup ça s'arrête et Vincent sort. Eh oui, c'est là, ça c'est la science, de la course. Voilà. Eh oui, voilà. Ben, c'est ce qu'il disait, c'est ce que vous disiez, Vincent. Finalement, il y a 200 coureurs, il faut sentir le bon moment. Messieurs, restez bien avec nous. Et vous, les auditeurs de Sud Radio, si vous avez des questions à poser à Éric Le Blaché, à Vincent Barthaud, à Cyril Guimard, vous appelez au 0826 300 300. Parce qu'on va se poser la question, quels espoirs peuvent nourrir les Français sur ce Tour de France 2025? On a parlé du 14 juillet avec Cyril Guimard, avec Éric Le Blaché et Vincent Barthaud. On va parler sur la suite de ce Tour de France. 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix du Tour de France au soir de cette 10e étape, celle du fameux 14 juillet. Le rendez-vous incontournable pour le cyclisme français. Ça n'a pas souri pour les Français, on va dire en partie. Victoire d'étape pour Simon Yates, le Britannique aujourd'hui. Changement de décor puisque maillot jaune pour l'Irlandais Ben Healy, juste devant Tadej Pogačar. Et puis après, Kevin Vauquelin, notre Français bien placé au général, reste 6e en ayant craqué légèrement. La bonne nouvelle, c'est la prise du maillot blanc à pois rouge par Lenny Martinez. Avec nous, la légende Cyril Guimard, celui qui a modernisé le cyclisme, et puis grand directeur sportif évidemment de tous les champions qu'on vous a rappelé tout à l'heure. Éric Le Blaché, référence du cyclisme français dans les années 90-2000, et puis Vincent Barthaud, le vainqueur du 14 juillet 1989 à Marseille, notre consultant sur Sud Radio. Éric Le Blaché, ces coureurs français, est-ce que aujourd'hui vous les sentez en difficulté? Souvent on les a comparés parce que il y a des obligations en France, il y a des équipes qui sont peut-être structurées avec un peu moins d'argent, une fiscalité différente. Comment vous sentiriez finalement ce peloton de coureurs français que vous avez quitté, vous, en ayant un peu ras-le-bol, mais c'était les années Armstrong? Oui, moi j'ai quitté le peloton à une époque où on disait que les Français savaient pas s'entraîner. Donc les choses ont bien changé depuis. Je pense que les Français, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas cette année qu'on aura un vainqueur français du Tour de France. Les Français sont pour l'instant à leur place. Ils sont à l'attaque. On a Kevin Vauquelin qui est dans le top 10. On a Jordan G4 qui est quand même la bonne surprise. Coureur d'équipe Total Énergie, oui. On va arriver sur des étapes qui vont être un peu plus propices aussi aux attaquants puisque les écarts vont commencer à se faire. Donc là, on va commencer aussi davantage à voir les Français. Après, le problème du Tour de France, c'est qu'on se concentre aussi sur les toutes premières places. Peut-être c'est aussi à nous à valoriser davantage un top 15. Le cyclisme mondial fait qu'on se concentre désormais sur les toutes premières places. Mais un top 10, un top 15, c'est pas rien. Un classement par équipe, c'est pas rien aussi. Donc, les Français sont peut-être davantage voués à être dans ce genre de position-là et peut-être à pas forcément se concentrer sur un podium. C'est vrai que si on continue à imaginer qu'il faut qu'un Français soit sur le podium du Tour de France, on risque d'attendre encore quelques années. Ça fait 40 ans, Vincent Barthaud, votre ancien coéquipier Bernard Hinault avait... alors vous n'étiez plus dans la même équipe au moment où Bernard Hinault a gagné ce dernier Tour de France en 1985. Ça fait 40 ans. Vous observez les Français sur le Tour de France. Vous y êtes pour nous, Vincent Barthaud. Vous les sentez en confiance, les coureurs français, Vincent ? Bah, écoutez, oui, vaut mieux. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je pense qu'on a de très bons jeunes qui arrivent, mais le petit souci, c'est qu'il y a aussi des très bons jeunes à l'étranger, style Del Toro et autres, Evenepoel qui est déjà présent, Ayuso, Jorgensen, tout ça, ce sont aussi des jeunes coureurs et d'ailleurs, dans le classement d'aujourd'hui, il y en a aussi qui sont jeunes, qui n'ont que 23 ou 24 ans. Alors voilà, c'est pas évident. Nous, on a eu le Blaireau, on a eu Laurent Fignon, et c'est vrai que depuis, on a un bon creux. Mais pourquoi pas attendre encore quelques années avec le petit Texas là qui normalement devrait peut-être nous montrer de belles choses, mais encore une fois c'est sûr que c'est pas évident. Est-ce que Cyril Guimard, vous êtes ambitieux? Vincent Barthaud nous parle de Paul Sexas, coureur de l'équipe. Ouais, Texas, on l'appellera un jour comme ça. Je pensais à Greg Lemon, qui est du Texas. Ouais, voilà. Mais il y a des bons coureurs. Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, David Gaudu qui jouent certains classements généraux. Cyril Guimard, mais
Qu'est-ce qui se passe? C'est le jeu de la concurrence internationale ou c'est peut-être un phénomène de formation qui n'est pas à la hauteur? Alors, c'est un petit peu tout ça en même temps, hein, parce qu'on retrouve aussi la même chose dans le cyclisme féminin. On a des carences, effectivement, mais ça fait longtemps qu'on le dit, au niveau de la formation, mais surtout au niveau du développement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a effectivement les coureurs qui vont rentrer dans les centres, entre guillemets, les centres d'entraînement des grandes équipes comme Decathlon ou comme Groupama, mais c'est avant que les choses doivent se passer, et on n'a pas non plus la culture et l'éducation qui nous permet de faire un vrai développement entre 12 et 16 ans. Après, on est déjà junior pratiquement. Vous êtes déjà dans la filière pro si vous avez du talent. C'est vrai pour Paul Sexas, c'est vrai pour Léo Visio. Martinez était à Groupama FDJ, donc il a fait toute sa formation là avant de partir à Bahreïn. On a des très bons coureurs qui arrivent, mais est-ce qu'on a le mental ou la structure et la culture des équipes étrangères par rapport aux cultures et à ce qui se passe dans les équipes françaises? Alors posons-nous justement, Cyril Guimard, la question. Éric Le Blacher, vous êtes toujours patron des sports? Oui, de la ville de Meaux, hein, on salue cette ville, la Seine-et-Marne, que je connais bien. Vous êtes au contact des jeunes. Est-ce qu'il y a une vocation cyclisme chez les jeunes? On n'a pas l'impression, en plus, les parents ont peur, faut aller s'entraîner sur les routes. Non. Ouais. Non, faut être honnête. Non, c'est même, j'ai été sur les routes du Tour cette semaine, et c'est même un fossé en fait quand on voit l'ambiance, quand on voit ce que génère le Tour de France, et qu'on revient. Nous, on a organisé à Meaux une épreuve cadet, 17 partants au départ. C'est tout. Ouais. C'est incroyable. Et puis je passe les courses qui sont annulées. Le club de Paris Cycliste Olympique, qui était quand même un club de première division, a annoncé qu'il arrêtait à la fin de l'année. Donc il y a quand même un problème de formation, mais je pense qu'il y a aussi une peur de la part des parents. Il y a deux choses. La première, c'est la peur. Dans le football, on rentre dans un centre de formation dans lequel on est rapidement dirigé vers la Ligue 1. Le salaire moyen en Ligue 1, c'est 30 000 €. Donc on imagine rapidement pouvoir faire vivre la famille. Nous, dans le vélo, c'est quand même plein d'incertitudes, sans compter que tant que vous n'êtes pas pris en charge dans un centre de formation, le prix d'un vélo, on sait très bien, faut compter au moins 5 000 €, entre 5 et 10 000 €. Les courses, dans le football, vous jouez un match sur deux à domicile. Il est rare que dans le vélo, vous fassiez une course dans votre village, donc les frais de déplacement, etc. Donc, en une minute, vous venez de nous dire tout ce qui était plutôt rédhibitoire. Pour une famille, c'est très dur. Alors qu'à l'étranger, moi j'ai vu des coureurs à l'époque des pays de l'Est venir avec une valise, à l'intérieur il y avait une pomme, quoi. En fait, ils plaquent tout pour faire carrière dans le vélo. En France, je ne pense pas qu'on ait cette culture-là de tout plaquer pour faire carrière dans le vélo. Vincent Barthaud, alors vous êtes un papa émérite aussi, hein, Vincent. Je crois le fiston a couru aussi à un bon niveau. Vous êtes originaire de la Normandie. Est-ce que en province, parce que là Eric nous trace le portrait en Île-de-France, beaucoup en Île-de-France. Est-ce qu'en province c'est la même problématique, Vincent Barthaud? C'est exactement la même. Ouais. Effectivement, c'est difficile pour tout le monde. Pour les comités, pour les sélections départementales et autres. On en a encore parlé récemment, au moment du passage du Tour à Caen avec le DTN de Normandie. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ils essaient de trouver des solutions, mais pour l'instant, il y en a pas beaucoup. Cyril Guimard, alors il y a quand même des noms: Romain Grégoire, Paul Magnier, Clément Champoussin, Axel Laurence, Émilien Janière, Axel Zinglet. On les a, et eux, souvent, ils sont obligés d'aller de plus en plus dans une équipe étrangère, parce que nos équipes ont du mal à les garder, Cyril. Oui, c'est logique, mais ce qu'a dit Eric est vrai. Tous les jours, on constate des épreuves qui sont annulées par manque de concurrence ou pour d'autres raisons, on va dire administratives et économiques, et également humaines, puisqu'il faut trouver des bénévoles. Il y a tout un système qui est complètement, en France, un système qui a vécu
et qui est obsolète. Exactement. Donc, si on veut, et je l'avais dit il y a quelques années quand j'étais candidat pour la présidence, comment faire pour redonner envie aux jeunes de faire du vélo? Aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Je suis toujours présent? Oui, bien sûr, Cyril. Et plus que jamais. Comment leur donner envie de faire du vélo et comment mettre en place les outils sur le plan matériel, mais également sur le plan de l'encadrement, c'est très difficile. Il faudrait déjà arriver à faire en sorte que les bénévoles gardent l'envie. Oui, déjà. L'organisateur de courses au niveau des jeunes, je peux vous dire que ça n'est pas évident. Et la moyenne d'âge, c'est quand même pas 30 ans. Hein. En plus. Donc il y a toute cette problématique qu'il faut absolument revoir. Mais c'est tellement énorme que je vois pas aujourd'hui comment les fédérations, enfin nos fédérations, et voire même l'UCI qui a quand même aussi quelques soucis, l'Union cycliste internationale, remettre en place un système qui donne envie aux enfants et aux parents. On a aujourd'hui la chance d'avoir le Tour de France. Et puis, quelque part, on a la malchance d'avoir le Tour de France. Quand on est à l'arrivée à Mur de Bretagne, bon, moi je suis monté, il était 11h30 dans la côte de Mur. Je ne pouvais pas aller plus vite avec ma voiture que les gens qui marchaient. Oui, c'est un monde exceptionnel. 150 000 sur les 3 km. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Extraordinaire. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Elle ne se traduit pas par l'envie des gamins. Je vais sur les courses amateurs, enfin, et les jeunes. En plus, ils sont formatés déjà, c'est monstrueux, ceux qui le font. Et en fait, on retrouve que des enfants de gens qui ont couru. Ouais, oui, voilà, on en parlait. Mais messieurs, on va marquer une respiration. Ces vraies voix du Tour de France sont passionnantes. Mais nous le devons aussi. Frédéric, une respiration. Oui, nous le devons à nos invités. Cyril Guimard, la légende qui est avec nous. Éric Le Blacher, l'un des cyclistes français qui a compté face au business d'Armstrong. Et puis notre Vincent Barthaud qu'on salue. Vincent, vous allez faire comme on fait à l'antenne, passer le relais maintenant à Pascal Chanteur, l'autre consultant de Sud Radio. Vincent, on se retrouve demain pour le direct de l'arrivée. Merci cher Vincent d'avoir été avec nous. Plaisir. Allez, à demain Vincent. Je pars au restaurant. Salut. Ça va être festif. Dans un instant, nous parlerons de ce Tour de France avec notamment Pogačar. Est-il plus fort que Merckx? Et puis ensuite, la sécurité des coureurs. Parce qu'on a parlé des vocations, des peurs des parents. Mais quand on voit toutes ces chutes aussi, on se dit, oh là là, c'est pas un sport de fou. C'est un sport magnifique, ça je vous le confirme. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Chaque lundi soir, désormais, pendant le Tour de France, de 19h à 20h, nous faisons les vraies voix du Tour de France. Ce soir, notre invité de légende, Cyril Guimard, est avec nous, cette fois vainqueur du Tour de France comme directeur sportif. Hinault, Fignon, Lemon, Madio, Bernaudot, entre autres, c'est lui, cette fois vainqueur d'étape sur le Tour de France. Notre référent cyclisme français des années 90-2000, Éric Le Blacher, qui est avec nous. Vous continuez d'ailleurs à faire des trails, je pense que vous faites encore plus de sport aujourd'hui que lorsque vous étiez cycliste, non? Oui, moi j'ai toujours considéré que le cyclisme professionnel c'était une catégorie en fait. Mon niveau physique m'a permis d'être professionnel, mais C'est quoi votre dernière sortie? Dites-moi là, ce que vous avez réalisé là dans les montagnes. Oui, enfin je fais de l'ultra trail et puis je fais de l'ultra distance à vélo, donc des épreuves de 2500 km par exemple. Très bien. Voilà, amoureux du vélo. 27 heures là la dernière, c'est ça non-stop? 27 heures à pied, ouais 27 heures à pied. Bon, je vois Pascal Chanteur, notre consultant qui sourit. Alors Pascal, le président de l'Union des cyclismes français, le président du syndicat, ancien grand coureur cycliste. Vous avez couru l'un contre l'autre, d'ailleurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, j'irais même un peu plus loin, on a couru l'un contre l'autre tous, parce que du temps où j'étais chez les amateurs, bien sûr. Et puis vous, après, vous avez grandi et moi j'ai rapetissé. Voilà. Merci Pascal d'être avec nous. Tout va bien, l'étape s'est bien passée aujourd'hui? Oui, parfait. Bon, température correcte pour les coureurs et ça c'était très très agréable. Bon, parlons messieurs du classement général. Donc Ben Illy a fait un beau coup aujourd'hui. Pogačar perd le maillot jaune. On va dire que c'est anecdotique le fait que Ben Illy prenne le maillot jaune aujourd'hui, Pascal Chanteur.
Anecdotique, je pense que Pogačar se lie des amitiés et le fait de distribuer des bons points comme il le fait depuis déjà quelques jours, c'est quelque chose d'important parce que de cannibaliser le classement, c'est jamais très très bon. Il vaut mieux aussi pouvoir laisser la place à d'autres. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y avait pas péril en la demeure. Et on l'a bien vu dans le final où il a laissé rouler Lenny Martinez pour qu'il fasse sa place et puis laisser le maillot jaune à Ben Hill. Voilà, Ben Hill qui, on est tous d'accord, hein, ne gagnera pas le Tour de France, cet Irlandais qui a du talent, mais enfin c'est pas le problème. Le classement général ensuite, donc Pogačar à 29 secondes, 1 minute d'avance pour Pogačar sur Evenepoel. Vingegaard est à 1 minute et 20 et 17 secondes derrière, je fais le calcul en même temps, derrière Pogačar. Donc Pogačar, Evenepoel, Vingegaard, on va dire que les 3 grands favoris sont roue dans roue pratiquement, même si la minute ça compte. Le premier français Kevin Vauquelin 6e, n'oublions pas le 5e Matteo Jorgensen, coéquipier de Jonas Vingegaard, qui lui est 5e. Cyril Guimard, je vous ai tellement écouté et religieusement, en plus que lorsque Pascal Chanteur dit c'est bien que Pogačar ait laissé le maillot jaune, ça me rappelle des anecdotes que vous m'aviez racontées où vous demandiez à vos leaders, ceux qui gagnaient le Tour de France, de lâcher un peu le maillot jaune. C'est bienvenu, c'est ça? Oui, alors c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez d'abord bien le parcours, les difficultés, les étapes clés, les adversaires, bien sûr, et la puissance de votre équipe. Et là, Pogačar, aujourd'hui, il a perdu Almeida déjà. Il est obligé de tenir compte de tout cela. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il a intérêt pour économiser ses équipiers, ou tout du moins les faire rouler le moins possible, et s'ils ont besoin de rouler le moins vite possible, parce qu'il va y avoir des étapes où là, il faudra faire tomber les masques. Mais il a besoin de soulager son équipe et il le fait de façon, je trouve, très intelligente. Van der Poel n'est pas quelqu'un de dangereux. Ben Hill, vous l'avez dit, n'est pas quelqu'un de dangereux pour la victoire finale. Il faut, et ça a toujours été ma philosophie, quand vous prenez le départ du Tour, il faut que vous ayez qu'un seul objectif, c'est gagner le Tour. C'est pas de porter le maillot, tant d'étapes ou de mettre tant d'écart au 2e ou au 3e. Il faut courir pour gagner et être en jaune sur les Champs-Élysées. Et pour l'instant, Pogačar n'a pas encore donné un seul coup de pédale depuis le départ, en dehors bien sûr du contre-la-montre, quelques accélérations qui m'ont permis d'aller chercher des bonifications, mais en course, il n'a pas donné un seul coup de pédale. Vingegaard n'a pas donné un seul coup de pédale. J'ai presque envie de dire Evenepoel, mais je me demande si Evenepoel est encore dans le coup pour la victoire finale. Moi, je trouve que, contrairement à d'autres années, il court bien. Il court bien et son équipe court bien. Bon, les vraies voix du Tour de France sur Sud Radio avec nos 3 experts, Pascal Chanteur, Cyril Guimard et Éric Le Blaché. Éric Le Blaché, Tadej Pogačar fait une impression de cannibalisme, c'est-à-dire qu'il nous rappelle Indurain, il nous rappelle Hinault, Merckx. Alors bon, vous avez couru pendant les années Armstrong. Alors, on va peut-être vous dire, est-ce qu'il vous rappelle Armstrong aussi, en y mettant les pincettes et les guillemets, hein, évidemment, qui vont de soi. Mais quand on a un coureur comme ça, on est paralysé face à lui. Il a contre lui qu'il a quand même pas une équipe qui cannibalise comme pouvait le faire Armstrong. C'est peut-être l'ouverture qu'ont certains de ses adversaires à essayer de l'isoler, même si on a vu que seul il se débrouille très bien. Hein. Mais c'est sûr qu'il paralyse un peu, et puis tu sais très bien que c'est par lui que va passer le scénario, hein. Donc c'est sûr que c'est la clé, mais malgré tout la faille
qui peut être la sienne, c'est qu'il n'a pas une grosse équipe. En plus, il a perdu Almeida, qui était quand même son vrai lieutenant. Oui, voilà, son vrai lieutenant, vainqueur du Tour de Suisse. Donc le Français Sivakov a montré des signes de fatigue aujourd'hui. Exactement. Donc je ne sais pas si l'équipe Visma n'a pas tout intérêt à essayer de l'isoler. Ils ont quand même 2 coureurs. Celle de Vingegaard. Oui. En fait, il y a un vrai contre-pouvoir. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Alors, bien sûr qu'il a 3 équipiers qui sont loin, mais l'équipe Visma a quand même 5 coureurs dans les 23 premiers du général, je crois. Et c'est loin d'être le cas de Pogačar, donc c'est probablement la clé. La clé pour essayer de le déstabiliser, c'est essayer de l'isoler, parce que seul, c'est vrai que one-to-one, Pogačar c'est le meilleur. Pascal Chanteur, c'est pas joué au niveau parce qu'il y a justement ce rapport de force. Non mais Pogačar, il a quand même Narvaez, il a Yates, parce que Yates, comme disait Cyril, s'il y en a qui n'ont pas mis de coup de pédale, Yates n'a pas pris un brin de vent pour l'instant. Alors il est peut-être pas au niveau qu'Almeida pouvait avoir, parce qu'Almeida il pouvait jouer le podium à Paris, ça c'est clair. Mais il a quand même des forces vives. Enfin, Adam Yates a déjà été sur le podium, et on précise que parce que c'est le piège, hein, c'est le frère jumeau du vainqueur de l'étape aujourd'hui. Il y a un frère jumeau qui est avec Vingegaard et un qui est avec Pogačar. Allez-y, continuez, Pascal. Après, on voit bien que lorsque Pogačar a besoin de retrouver un petit peu d'air, il a juste à attaquer, et puis tout le monde se retrouve à 20 secondes derrière. On l'a bien vu aujourd'hui, il a attaqué une seule fois, il a regardé, il a un petit peu contrôlé et encore une fois un peu comme une sorte de physionomiste pour voir un petit peu les visages des uns et des autres. Il a mis un coup d'accélérateur, tout le monde posait à 15 secondes, 20 secondes. Derrière, on voyait bien qu'il avait le coup de pédale aérien. Vingegaard qui n'ose rien parce que il a peut-être certainement peur de se faire contrer. Et puis derrière, il finit un petit peu en roue libre. À un moment donné, et là je suis raccord avec ce qu'a dit Cyril, c'est que alors c'était pas simple l'étape aujourd'hui, mais le final de l'étape pour lui n'a pas été très difficile. Et on l'a bien vu, une fois la ligne franchie, il a été décontracté sur l'homme trainer, il avait le sourire et la banane, donc tout va bien. Bon, ok. Je pense qu'il va falloir faire des grosses entreprises pour pouvoir le mettre en difficulté à un moment donné. Effectivement, même s'il y a donc cette petite marge, et vous nous avez expliqué pourquoi. Messieurs, l'un des sujets importants, c'est la sécurité du cyclisme. Il y a eu sur cette première partie du Tour de France des graves chutes. On a vu cette arrivée à Dunkerque. Alors, à quoi c'est dû? Il y a toujours eu des chutes, on est d'accord. Mais quand même, on a l'impression, Pascal Chanteur, que vous êtes président du syndicat des coureurs, que les coureurs ont peur aujourd'hui. Un Brian Cocard qui est tombé vit ça mal. Comment vivent les coureurs cyclistes cette recrudescence de chute? Ils se rendent bien compte que les vitesses ont augmenté. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les coureurs en activité, même les coureurs qui ont arrêté, lorsqu'ils utilisent les vélos et la technologie qui est mise à leur disposition aujourd'hui, ils se rendent bien compte que les vitesses qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils couraient, aujourd'hui qu'ils ne courent plus, sont pratiquement identiques. Je parle sur le plat. Donc, ils se rendent bien compte que la technologie qui est mise à la disposition est très importante. Alors oui, on se rend bien compte aussi que la voie publique, elle a totalement changé. Le mobilier urbain, il a augmenté de manière exponentielle. Ça aussi, c'est un vrai problème parce que les pouvoirs publics font en sorte que les véhicules roulent de moins en moins vite. Et nous, les coureurs cyclistes, on fait des arrivées dans les agglomérations où une voiture doit rouler à 30 à l'heure et nous, on arrive, un exemple hier, à 80 km/h. Donc tout ça fait que ça rend les choses terriblement dangereuses. Il faut quand même reconnaître que les organisateurs mettent énormément de moyens pour pouvoir sécuriser la course. Parce que ça soit des tapis, que ça soit de la signalétique, que ça soit des signalisations panotiques, visuelles, sonores et autres, ils font un grand nombre de moyens, ils mettent beaucoup de moyens, mais tant qu'à un moment donné, notre fédération internationale sera pas en capacité de mettre à mal les lobbies de nos industriels pour trouver des solutions technologiques, même si on est un sport de mécanique, j'en ai bien conscience. La Formule 1 a su le faire à un moment donné.
on doit être en capacité de pouvoir réglementer. Ouais, parce que là, on pousse effectivement. On pousse effectivement le bouchon un peu loin. Un chiffre important, Chinon-Châteauroux, la 9e étape, donc hier, 50,13 km/h de moyenne. C'est la 2e étape la plus rapide de l'histoire. Les 2 derniers Tours de France, celui de Tadej Pogačar et de Jonas Vingegaard, en l'occurrence 2022 et 2024, pas celui de 2023, ont dépassé les moyennes horaires d'Armstrong. Ça vous inspire quoi, Éric Le Blacher, cette vitesse? C'est pas forcément une bonne chose pour le cyclisme. Non, je rejoins Pascal sur le mobilier urbain. C'est vrai que c'est un vrai souci. Le nombre de giratoires a explosé. Les pistes cyclables, on a voulu développer le réseau de pistes cyclables en France, mais en fait, on a créé des petits trottoirs qui sont des vrais coupe-gorge pour les cyclistes. Et puis il y a ça, c'est la première chose, explosion du mobilier urbain. Ensuite il y a les arrivées du Tour de France qui ne peuvent pas se dérouler en zone industrielle. Donc forcément on essaie de rentrer dans les cœurs de ville. C'est vrai que la vitesse elle a explosé. Quelle est la solution face à ça? Et c'est vrai, Pascal évoque la Formule 1 et je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce qu'on doit pas imaginer des zones où la vitesse serait limitée? Est-ce qu'on ne doit pas imaginer des endroits, des descentes dangereuses où les coureurs ne pourraient pas dépasser les 50 km/h? Je pense que ça peut faire sourire de prime abord, mais c'est peut-être pas si bête quand on a des endroits qui sont très dangereux, avec les oreillettes, ou pas d'ailleurs. Bref, maintenant, il y a 50 coureurs qui doivent être dans les 20 premiers. Mathématiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Bon. Cyril Guimard, vous avez été l'un des pionniers de l'évolution technologique dans le cyclisme. Est-ce que vous êtes en capacité de nous confirmer, Cyril, que l'évolution technologique met à mal, met en danger les coureurs cyclistes aujourd'hui? Oui, mais pas en fonction des arguments qui ont été développés par Éric ou Pascal. Il y a des choses beaucoup plus dangereuses, parce qu'on parle de sécurité, on en parle tellement, ça veut dire qu'on n'en fait pas. Ou on fait, on va dire, à minima. Premier exemple, on a diminué le nombre d'équipes à 22 et 8 coureurs, et cette année, pour des raisons politico-économiques, on est repassé à 23. Plus vous aurez de coureurs, plus vous aurez de chances d'avoir des chutes. D'autre part, le cyclisme, là, c'est une question de philosophie, n'est pas un sport mécanique. Le cyclisme, c'est un coureur cycliste qui a un outil. Il n'a pas une voiture, il n'a pas une moto, sauf si on y met des moteurs à l'intérieur. C'est un autre débat. Le problème est résolu depuis un moment. Bon, ce qui veut dire qu'on a un outil. Et cet outil, il y a eu des dites améliorations, sauf que je vais vous donner un exemple très précis. Les vélos d'aujourd'hui sont les mêmes qu'à l'époque de Pascal ou de Éric. C'est-à-dire qu'ils ont le même anthrax avant, le même anthrax derrière. Sauf que aujourd'hui, la majorité des coureurs sont à 1,90 m ou plus. Alors qu'à notre époque, on avait exactement le même vélo et qu'on faisait 1,70 m et moins. C'est-à-dire que vous mettez sur le même vélo des gens qui font 1,70 m et 1,95 m et 2 mètres. Et vous avez la même géométrie du câble. J'ai vu avant-hier, il y a une chute absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une chute et vous avez un coureur qui arrive tout seul derrière, qui normalement ne doit pas chuter, sauf que comme il a des freins qui sont trop puissants, il bloque la roue avant, la roue arrière décroche et se met en travers et il tombe tout seul, il va même pas dans la chute. Avec les freins à disque notamment dont vous parlez. Oui, non, mais les freins à disque, mais comme il était relativement grand, il avait trop de poids sur la roue avant, il a délesté la roue arrière. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Adapté en fonction du physique du coureur. Ouais. C'est un outil, donc l'outil doit être adapté au coureur. Aujourd'hui, le vélo n'est pas adapté au courant. Il faudra un vélo adapté pour les gens d'1,70 m et un vélo adapté pour les gens très intéressant. Est-ce que tout le monde au football joue avec une paire de chaussures de 36 Ouais.
Très intéressant. Messieurs, ça c'est un des problèmes. Il y en a beaucoup d'autres. Et on en reparlera. Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir. Éric Leblacher, Cyril Guimard, et puis nos 2 consultants qui se sont relayés, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Vous le savez, le vendredi soir et le lundi soir, ce sont les vraies voix du Tour de France. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. C'est un plaisir. Moi, vous me rendez heureux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous avez rendu heureux aussi les auditeurs de Sud Radio. Rendez-vous demain, 17h pour les vraies voix. Et tout de suite, en saluant Quentin Cabadis, notre réalisateur. Qu'avons-nous tout de suite, Quentin ? Avignon, oui, on fonce à Avignon, j'avais un petit doute, on fonce au Festival d'Alivie. Allez, merci encore les vraies voix du Tour de France, on se retrouve lundi à la même heure. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina ? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai.